Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de Ori and the Will of the Wisp. J'aimerais qu'on voit ce que vaut le jeu du coup, parce que c'est quand même une des sorties majeures de l'année, et il y a très peu de gens mine de rien qui en parlent, qui font un peu une sorte de review dessus, donc je vais m'en occuper. Le jeu est sorti du coup le 11 mars 2020, 5 ans jour pour jour après Blind Forest. Donc je l'ai fini à 100% difficile 12, donc je vais vous donner un peu mon ressenti, mon avis, ce que j'en ai pensé, ses points positifs et négatifs. Dans un premier temps, je ferai ça dans une partie plus ou moins no spoil où je vais essayer de rester neutre, de rien dire sur le jeu. Et je ferai une autre partie où j'expliquerai certains moments du jeu un peu plus en détail, ce qui m'a plu, moins plu. Hop. Alors avant de commencer, j'aimerais préciser que je suis un grand fan d'Ori. Hein. Déjà le premier à l'époque m'avait incroyablement plu. Et faut voir que je suis un gros Yankee. Pour Will of the Wisp, je l'ai acheté 2 fois et demi. Je l'ai acheté sur Steam, j'ai acheté la collector Xbox One spécial Fnac machin parce qu'elle sortait pas en France sinon. J'ai gardé un abonnement au Game Pass pour être sûr de pouvoir y jouer le jour J. J'ai même une peluche, j'ai un t-shirt, j'ai un post. Enfin, je suis un gros fan d'Ori donc j'ai attendu ce jeu un peu comme le Messi. Du coup, j'ai fait un petit avis JVC qui va me servir de bloc-notes. Alors, les plus de ce jeu, alors déjà graphiquement c'est impeccable, il y a rien à redire. Je pense que si vous avez vu ne serait-ce qu'un trailer, on sera tous d'accord pour dire que graphiquement le jeu tue. Les effets de lumière sont incroyables, les textures sont incroyables, les animations sont vraiment réussies. Sur un point graphique, y a rien à redire. Vraiment, c'est bluffant. Pour avoir fait en plus tout à l'heure une petite session en 4K sur une télé 4K, le jeu est fait pour la 4K. C'est magnifique en 4K, bordel. Franchement, si vous avez une One X ou vous avez une télé 4K, je vous conseille vraiment d'essayer de faire tourner le jeu dessus, ça vaut le coup. Ensuite, l'OST du jeu. Alors déjà, l'OST de Blind Forest était folle, on va être honnête. L'OST de Will of the Wisp, pour moi, est encore un cran au-dessus. Il y a beaucoup plus de musique marquante, beaucoup plus de musique un peu plus rythmée. Il y a encore quelques envolées, comme dans Blind Forest, dans les séquences Escape. Je pense au Ginso Tree, je pense au mont Oru, quand on fuit Ekuro. C'était très très cool. Il y a à peu près le même nombre d'envolées, je dirais. Il y en a 3-4 où vraiment les musiques pètent un câble. Et c'est toujours aussi incroyable. Même pour le coup, j'ai préféré les musiques chill de Will of the Wisp que de Blind Forest. Elles m'ont plus marqué. Je saurais pas dire pourquoi, mais elles m'ont plus marqué. Pour ce qui est des combats, alors c'est quelque chose qui manquait énormément à Blind Forest, c'était des combats. Blind Forest, tu spammais X et ça tuait tout le monde. Là, vraiment, t'as plusieurs capacités. T'as un arc, t'as une lance, t'as un marteau, t'as une épée. Et je trouve ça vraiment très 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 cool. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos sur YouTube, ce qui est plutôt marrant, c'est que personne ne joue avec le même build. C'est-à-dire que moi j'avais fait épée, arc et soin. Alors je vois que beaucoup jouent marteau, lance, soin. Enfin, je trouve ça trop marrant qu'il y ait plusieurs builds et ça. Voilà, je trouve ça fait un côté un peu plus personnel à l'expérience. Et surtout, les combats sont plus demandants. C'est vraiment très cool, c'est que des fois, vraiment. Enfin, tu te sens un peu plus investi quand il y a des ennemis. T'as un peu plus peur quand tu croises un ennemi parce qu'il faut le taper, faut être au-dessus, faut esquiver que là où Blind Forest, tu spammais ta touche et ça passait. Je parlais des combats un peu plus demandants, ça permet de faire la transition avec les difficultés qui pour moi sont un des points forts excellents de ce jeu. J'ai fait le jeu en mode difficile. Il faut savoir que le jeu en mode difficile est vraiment difficile. Je prends l'exemple du tout premier boss qui est visible dans toutes les bandes annonces et absolument toutes les reviews. Le loup donc qui s'appelle Wolf, un jeu de mots d'ailleurs qui est incroyable. Wall, je sais plus comment il l'appelait, Wall ou Wolf. C'est un boss qui, en facile, tu lui mets 3 coups, il meurt. En difficile, on inverse les rôles. Tu prends 3 coups, tu meurs. Et j'ai trouvé ça incroyable à quel point, ouais, vraiment, le mode facile est super facile. Tu tues quasiment tout le jeu en 3-4 coups, sauf les gros boss où t'en mets genre une vingtaine. Et pour le coup, le mode difficile, mais tu les bourres. Et eux, au contraire, à moindre erreur que tu fais, te sanctionnent. Et je trouvais ça très cool, sans pour autant que ce soit vraiment mal foutu. Petit bémol, ceci dit, aux escapes en mode difficile sont peut-être un peu trop timés à la milliseconde. Ce qui fait que parfois tu te prends tu te prends le coin ridicule d'un meuble et tu te fais défoncer. Donc, ouais, mode difficile très cool. Juste les escapes peut-être un peu trop timés. Mais en tout cas, ouais, les difficultés sont très très bien dosées. Pour ce qui est de l'histoire, on rentre dans la veine de Blind Forest, c'est-à-dire que l'histoire est toujours très simple, mais elle est toujours tout aussi efficace et c'est très très cool de voir que même 5 ans après, on est toujours aux larmes à la fin. Donc le gameplay, quant à lui, il est très agréable et très diversifié, ce qui fait le lien avec ce que j'ai dit sur les combats tout à l'heure, hein, le fait qu'il y ait plusieurs builds, etc. Et c'est très agréable parce que vraiment, tu dashes, tu sautes, tu plantes. Tu sens vraiment qu'Ori l'ont transformé une sorte de mini ninja, et c'est vraiment super agréable de se balader
dans l'open world avec toutes ses capacités, et il y a vraiment des feels quand tu te déplaces sont vraiment super agréables. C'est digne des meilleurs jeux de plateforme de ces dernières années. Et on en vient à la maniabilité qui est pour moi parfaite et super plaisante. Encore une fois, se balader, c'est un plaisir. Fin du jeu, se balader, ça devient un véritable plaisir quand t'as tous tes sorts. Et la maniabilité qui est vraiment parfaite, qui répond au doigt et à l'œil. C'est vraiment, pour le coup, j'ai été bluffé de la maniabilité. Et franchement, c'est un plaisir de se balader dans le jeu. Alors le système de sauvegarde intérieure, alors j'en reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est super agréable quand le jeu par exemple te softlock ou que t'as loupé quelque chose ou que ça s'est mal passé. Tu peux revenir au menu principal et on te fait une liste des 10 dernières sauvegardes que t'as eues, ce qui permet de revenir parfois à des demi-heures entières de jeu, et c'est vraiment très cool et ça peut être super utile. Alors, le level design du jeu aussi qui est très bien foutu. C'est super intelligent et ça dirige vraiment subtilement le joueur tout en permettant au plus coriace de le maroufler. Pense à certaines séquences par exemple où tu es censé attendre un spell précis pour passer. Si tu te débrouilles un petit peu et que par exemple t'as pas ce spell mais t'en as d'autres, tu peux maroufler. Ou au contraire, si t'as pas les bons spells mais que t'as certaines armes, tu peux essayer de maroufler la hitbox pour passer, etc. Je trouve ça très cool le fait que ça t'empêche vraiment d'avancer dans les endroits où t'es vraiment pas du tout censé être si t'es out level ou ce genre de choses. Enfin, si t'es vraiment pas en mesure d'aller dans cet endroit. Mais qu'au contraire, bah, ça te permet d'aller dans des petits endroits où t'as un bonus que t'es pas censé avoir tout de suite, mais vu que t'es fort, tu peux l'avoir un peu plus tôt. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Un autre bon point, qui est plutôt minime, mais que tu te rends compte en fait quand tu relances une partie, c'est la sensation d'évolution que t'as entre le début et la fin du jeu qui est folle. Au début du jeu, t'as un saut, tu fais vraiment gaffe à ce que tu fais, tu sautes sur chaque mur, etc. En fin de jeu, c'est vraiment la foire à la saucisse, c'est limite si tu voles pas. Et je jure que c'est vrai, tu voles. Tu fais ton spell, tu rebondis sur un ennemi, ensuite tu dashes, ensuite tu respell, tu rebondis. Enfin, c'est vraiment incroyable. Le gameplay, la différence de gameplay, on va dire, entre le début et la fin du jeu. Moi, ça m'a marqué. Alors, un ajout majeur de ce jeu également, c'est les PNJ, qui ajoutent également beaucoup de vie au jeu et surtout les quêtes secondaires qu'ils amènent. Dans une majorité des cas, les quêtes secondaires, c'est va chercher ça ou ramène-moi ça. Mais c'est bien fait, c'est mignon, ça donne un peu de vie à cette région. Et c'est super agréable, je trouve, d'aider, par exemple, les Moki à aller chercher un petit truc parce qu'ils te demandent gentiment. Tu te prends au jeu, c'est coloré, et puis surtout, c'est pas un truc qui va prendre 1000 ans. C'est vraiment une quête, tu vas dans la zone qui est juste à côté, ça te prend 3 minutes, tu reviens et c'est fait. Et je trouvais ça super cool, notamment la quête d'échange qui m'a beaucoup fait penser au Ocarina of Time, où tu as un premier PNJ qui te donne un item, tu dois aller voir un deuxième PNJ pour lui redonner cet item et il t'en donne un autre, pour aller voir un troisième qui t'échange cet item contre encore un autre, etc. Et je trouve ça vraiment très cool. Voilà, donc pour moi les quêtes secondaires c'est un vraiment super ajout au jeu, et notamment le hub. Il y a une sorte de hub dans le jeu où tu as plusieurs quêtes secondaires. Par exemple, une quête de reconstruction d'une sorte de village, une quête où tu dois ramener les différentes plantes de Niwen, donc là où se déroule le jeu. Et voilà, ça ajoute un petit côté j'améliore ma ville. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très chill et très cool. Et c'est vraiment le truc parfait entre deux zones. Tu viens de te taper un boss, tu vas améliorer ta petite ville, tu repars en mission. Et j'ai trouvé ça incroyable à quel point ça sert le rythme du jeu, ce petit hub. Et ouais, vraiment, c'est tout simple, hein, mais ça fait vraiment le taf. Également, une des nouveautés qui avait été beaucoup présentée, c'était les courses. Donc c'est des sortes de contre-la-montre contre un ghost qui sont pour le coup vraiment bien pensés, qui ajoutent un peu de compétitivité parce qu'il y a les leaderboards mondiaux. Ils sont assez simples à battre la première fois pour obtenir la première récompense. Mais pour battre les top leaders, vraiment c'est un tryhard infini. Et c'est bien pensé parce que le jeu te désactive tes sorts. C'est-à-dire que pendant les courses, t'as accès que à ton dash, ton double saut, le fait de planer, etc. T'as pas accès par exemple à certaines compétences et c'est vraiment très cool, ça ajoute un peu d'équité. Et voilà, c'est tout con, mais voilà, il y a plein de jeux qui t'auraient laissé tes compétences et je trouve ça super agréable qu'ils les aient retirées. Ça ajoute ce petit pied d'équité et ce petit côté tryhard que t'as à essayer d'atteindre le leaderboard. Un point qui avait été beaucoup critiqué à l'époque de Blind Forest et qu'ils ont merveilleusement corrigé, je trouve, c'est le côté Metroidvania qui est beaucoup plus poussé que dans le premier opus, où t'as notamment plus de secrets. Je pense à cette petite énigme avec les espèces de fleurs en cloche, tu dois les faire dans le bon ordre. Et ça, pour savoir du coup quel ordre tu dois regarder le décor. Et surtout le fait que l'exploration est beaucoup plus récompensée. T'as certaines zones qui servent à rien, juste à te donner par exemple un pouvoir qui est fort, ou alors plus de dégâts, etc. Et c'est vraiment très cool le fait qu'ils récompensent l'exploration, chose qui manquait beaucoup dans le 1. Et en parlant du côté Metroidvania, la zone de jeu aussi, c'est un énorme point fort. Elle est entre 3 et 4 fois plus grande que le premier jeu. Donc un gros terrain de jeu, mine de rien. Hein.
Et toujours le fait de pouvoir se téléporter, ce qui fait que se diriger dedans, c'est toujours aussi agréable. Sachant maintenant, tu découvres encore plus vu que c'est plus grand. Et surtout, chaque zone a vraiment son identité visuelle. T'as le désert, t'as le côté un peu enneigé, t'as l'espèce de plage. C'est vraiment super cool. Chaque endroit a son identité visuelle et je trouvais ça très agréable de se balader dans chaque zone. Pour finir cette petite partie non spoil, j'aimerais évoquer les quelques défauts quand même, parce que ce jeu, même si pour moi mérite totalement un 20 sur 20, a quelques défauts. Il y a quelques bugs qui étaient présents, notamment, je pense à des sons qui grésillaient, des triggers qui se déclenchaient au mauvais moment, certains respawns qui t'obligent à reprendre des sauvegardes antérieures parce que sinon t'es softlock, parfois les boss ne font aucun son, ou certains ennemis simplement. Voilà, c'est assez gênant, on va pas se mentir, mais ça pourrit pas l'expérience. C'est dérangeant, mais pas gênant totalement. Je passe dessus, j'espère que ce sera corrigé assez vite quand même, parce que pour le coup les sons qui grésillent et les sons qui disparaissent c'est assez chiant. Mais je vous rassure, c'est vraiment une minorité du temps de jeu, où vraiment c'est vraiment en pure cinématique, où j'avais parfois le son qui grésillait, et c'est sur un boss où j'ai les sons, moi personnellement, qui ont disparu. Ça m'est arrivé une seule fois d'être softlock, et c'était un truc vraiment débile, où j'ai repris 10 secondes avant. Et un trigger qui s'est déclenché au même moment, je crois que ça m'est arrivé qu'une fois, et même pas, non. Je sais pas mémoire, je sais que ça arrive à certains, mais moi ça m'est pas arrivé, donc voilà. C'est vous dire à quel point les bugs sont pas non plus omniprésents, c'est qu'il y en a, je m'en souviens même plus de les avoir eu. Enfin bref, il y a quelques bugs, c'est chiant, mais ça va. Level design, alors je l'ai bien complimenté, mais parfois il est un peu contre-intuitif. Je pense à certaines escapes, notamment, est obligé limite de sauter dans le vide pour voir la suite du niveau, je trouve ça très con. Je pense à une escape qui arrive un peu en milieu de jeu, début du zone du désert pour ceux qui l'ont fait, où à un moment t'es obligé de sauter dans le vide pour voir la plateforme sur laquelle tu dois utiliser ton grappin. C'est dommage, du coup que tu puisses pas le voir directement. Voilà, moi ça m'a fait garer quelques minutes. Encore une fois, c'est pas dérangeant dans l'expérience globale, mais parfois c'est vrai qu'il y a des petits trucs comme ça où t'es obligé de prendre des risques parce que t'es un peu à bout, tu te dis je sais pas quoi faire, je vais essayer ça. Et en fait tu te rends compte que la solution c'était ça, donc voilà. La narration aurait mérité un peu plus. Alors l'histoire est toujours aussi cool que dans Blind Forest, toujours aussi à la fois minimaliste, bien rythmée, mais touchante à la fin. Néanmoins, la narration elle mérite un peu plus. C'est vrai que on t'explique que le méchant est méchant parce que ça, mais on t'explique pas pourquoi il est méchant pour la région typiquement. Ou alors j'en ai pas mémoire. Et j'ai trouvé ça dommage qu'ils insistent pas sur le fait que le méchant il a fait ça et donc du coup le monde il est comme ça. Et voilà, la narration aurait mérité je pense un peu plus et ça aurait servi notamment le jeu. Mais c'est pas très grave à la limite, on arrive à comprendre et les émotions sont quand même là. Même si encore une fois oui un peu plus ça aurait pas été de trop. Alors enfin certains passages sont plutôt mal pensés. Je pense notamment au moment qui m'a marqué, c'était dans les bassins de Luma, les Luma's Pool, où tu devais utiliser un ennemi qui est un peu là par hasard pour qu'il tape une espèce de plante et que ça te génère une bulle qui te permette de monter dans la suite du niveau. J'ai trouvé ça plutôt mal foutu parce que bon, d'un côté il fallait explorer, c'était cool, mais de l'autre c'est limite un détail quoi. Franchement, tu passes à côté mais si facilement. J'ai trouvé ça dommage que parfois il y a vraiment des passages... typiquement un autre dans les cavernes où tu dois utiliser des espèces de lucioles pour te diriger. Mais en fait, si tu meurs au milieu du passage avec la luciole, bah tu meurs mais la luciole ne réapparaît pas. T'es obligé de refaire tout le tour et d'aller la chercher. Et c'est très con, mais du coup, tu peux te perdre dans le niveau à cause de ça. Tu vas te dire, bah j'ai plus de luciole donc c'est sans doute pas là. Et en fait, tu te perds dans le niveau et tu te rends compte qu'en fait, si c'était par là, c'est juste qu'il fallait pas mourir. Ouais, je trouvais ça. C'est des petits détails un peu mal pensés, mais. Voilà, pour le coup, je pense que ils auraient gagné à étudier un peu plus ces passages, même si encore une fois, c'est pas non plus dérangeant dans l'expérience globale du jeu. C'est juste chiant de faire 6 fois le tour et de te rendre compte qu'en fait, t'avais trouvé la solution dès le début. Moi, pour moi, ma conclusion à ça, c'est que 5 ans jour pour jour après la claque que fut Blind Forest, Will of the Wisp, ça m'a remis une claque. C'est incroyable sur tous les points que j'ai cités. Et encore une fois, j'espère qu'il y aura un troisième Ori, parce que pour le coup, c'est une des meilleures exclus de Microsoft. Même si je sais qu'elle va pas atteindre la portée d'un Halo ou d'un The Last of Us, je sais que c'est les gens qui ont une Xbox et qui verront ce jeu et qui l'achèteront vont kiffer. C'est quelque chose que je trouve fou avec Ori, c'est que c'est pas un jeu super connu, c'est un jeu qui est connu. Mais les gens qui l'achètent comprennent pourquoi il est aussi bien. Voilà, je sais que c'est très brouillon dit comme ça, mais c'est un jeu que pas tout le monde ne connaît. Mais les gens qui l'ont fait savent te vendre pourquoi c'est un excellent jeu. Et je trouve ça incroyable. Donc voilà, si vous hésitiez à acheter le jeu, bah, je vous conseille vraiment de l'acheter. Pour moi, c'est clairement un 20 sur 20. D'autant plus il coûte 1€ si vous prenez le Game Pass, du coup vous avez les 2 Ori pour 1€ pendant un mois. À partir de maintenant je vais rentrer dans une séquence un peu plus spoil où je vais parler un peu plus de chaque séquence du jeu ou de moments dont je me souviens qui m'ont fait chier. Au contraire que j'ai aimé d'ailleurs, et sur ce, bah c'est y part. Alors premier point moi qui m'a un peu fait chier, c'est le tout premier boss du loup, donc Wolf, j'en parlais.
À la fois, c'est très très bien parce qu'il permet de jauger ta difficulté très rapidement. C'est-à-dire que si t'as fait le Keko, ça va mettre le jeu en difficile, le boss il va vite te faire comprendre que le mode est pas pour toi ou au contraire s'il l'est. Mais il est un petit peu mal foutu le fait que tu sois obligé de rester dans la petite crevasse à droite pour le taper. C'est dommage parce que du coup tu vas quand même beaucoup mourir en essayant de... Je parle en difficile, tu vas beaucoup mourir en essayant de lui rentrer dans le cul. Mais ça te... On va dire que ça te prépare bien aux autres boss du jeu, ce qui est pour moi un petit défaut, c'est que les boss du jeu c'est essentiellement du camping. C'est-à-dire tu restes dans un bout de la map et tu fais le même pattern à taper dessus. En fait, il y a deux boss véritablement qui m'ont saoulé. Pour moi, ce jeu a quatre véritables boss, deux bons, deux mauvais. Les deux mauvais seraient Wolf et Quolok, donc la grenouille, boss du Luma Pool, donc du bassin de Luma, qui attaque trop vite, qui a trop d'attaques, qui a trop de PV. Enfin, vraiment, ce boss c'est une purge. Et pour ce que j'ai pu voir des gens actuellement qui l'ont fait, que ce soit les streamers, etc., tout le monde galère dessus. Voilà, pour moi, c'est un boss qui est un peu mal foutu, qui mériterait quelques changements, notamment au niveau de son coup de langue, qui est quasiment inévitable. Et voilà, j'ai trouvé ça dommage Enfin, j'ai pas trouvé ça dommage, j'ai trouvé ce boss vraiment difficile. Sur, voilà, son coup de langue, le fait qu'il peut invoquer des mains qui te tapent, le fait qu'il te crache des trucs violets qui, quand ils sont dans l'eau, peuvent te bloquer pendant parfois mais des secondes entières, ce qui est super long quand il en crache d'autres derrière. Enfin voilà, sachant qu'il peut détruire l'arène, enfin bref, Quolok qui était un boss plutôt mal pensé. Et Wolf au début, ouais, qui est un boss plutôt mal pensé parce qu'il t'oblige à rester dans un coin, à attendre qu'il vienne, à lui taper dessus, il repart, il revient, tu retapes, etc. Alors qu'au contraire, je prends le cas de Mora ou de Shrike, le dernier boss, ils sont super bien foutus. Ils ont plein de patterns différents, mais tu les attaques pas toujours de la même façon. Tu varies un peu ton gameplay, enfin tu varies toi-même ton gameplay pendant le combat et je trouve ça très cool. C'est que tu vas limite apprendre à... Tu vas limite apprendre les patterns du boss pour le taper. Et tu vas pas rester dans un même coin à faire le même pattern pour lui faire des dégâts, je trouve ça très très cool. Et surtout en termes de mise en scène, ces deux boss, ces deux bons boss ont des mises en scène de fou. Je pense à Mora avec l'escape au milieu, et surtout la phase où tu es obligé d'utiliser ton flash parce que sinon c'est dans le noir et du coup tu vois moins ses attaques et tu es obligé de plus te concentrer. Vraiment, je trouvais ce combat incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs combats de boss du jeu, voire le meilleur. Et pour Shrike à la fin, c'était vraiment super agréable. C'était somptueux, vraiment. Genre les couleurs, les patterns. À la fin, vraiment, tu sens que le combat est fait pour t'en être plein la vue et c'est totalement réussi. Un autre aspect sur lequel j'aimerais revenir. Alors, j'ai parlé des boss. J'ai parlé aussi vite fait dans la partie non spoil des escapes. Les escapes en difficile, c'est un peu une purge. C'est vraiment timé à la milliseconde. Et parfois tu te prends un mur invisible qui n'existe pas, qui sort de nulle part et ça te tue. C'est pas dérangeant, une escape c'est une quarantaine de secondes, mais c'est chiant. C'est vraiment chiant, d'autant plus que parfois, vu que c'est une escape, t'as pas le temps de voir ce que tu fais, et quand le level design te suit pas trop, ou qu'il est un peu complexe, tu galères, et voilà, un petit regret, ouais, sur le timing des escapes en difficile. Qu'est-ce que j'avais cité d'autre? Ouais, la narration. J'ai trouvé ça super dommage qu'on t'explique le passé de Shrike, mais qu'on ne t'explique pas qu'est-ce qui fait de mal en fait. Je prends l'exemple de Blind Forest. Dans Blind Forest, on t'expliquait pourquoi Kuro était méchant. Donc le fait que ses enfants allaient mourir à cause de l'appel de l'arbre. Donc du coup, il a détruit l'arbre, mais ses enfants sont quand même morts. Donc il a juré de détruire la région, et chose qu'il a fait du coup en détruisant l'arbre. Mais dans Will of the Wisp, on t'explique que Shrike, il est sorti de son œuf, ses parents étaient... Enfin, qu'il est né avant le déclin, mais il a éclos après, donc ses parents sont morts pétrifiés. Il va pour se faire des amis, mais il est rejeté par toutes les autres chouettes, donc il revient et il jure de se venger, mais on voit pas concrètement ce qu'il fait. On a un peu l'impression que Shrike est méchant parce qu'il a tué Ku d'un côté, et que la région part en couille et qu'il faut sauver la région de Nowen dans l'autre. Et j'ai trouvé ça un peu con que les deux événements principaux du jeu, t'as l'impression qu'ils sont assez peu liés. Ou alors c'est un truc vraiment perdu que j'ai pas suivi, mais voilà. Je pense qu'ils auraient pu faire un petit truc de narration pour t'expliquer qu'en fait c'est Shrike qui a foutu la merde dans la région, etc. Même si en réalité c'est pas très dérangeant parce que les deux, même indépendamment, sont très cool. Hein. La quête de Shrike, de vengeance est très cool. La quête de sauver Niwen est très cool. Et surtout le final, bordel, qui est incroyable et qui trouve des réponses, enfin qui clôture parfaitement ces deux arcs et qui clôture parfaitement le jeu et qui, j'espère d'ailleurs, débouchera sur le projet de Moon Studio de faire un jeu en 3D. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Seul l'avenir nous le dira de si ce projet est mené à bien et s'il est fait dans l'univers d'Ori. Voilà, concrètement, c'est tout ce que j'ai à dire sur le jeu. Ouais, en fait, j'ai pas tant spoilé que ça parce que pour moi, il n'y a pas grand chose à spoil. Généralement, quand tu parles des qualités de ce jeu, t'en parles en globalité.
Il y a quelques moments un peu relous, je pense aux cavernes avant le combat contre Mora qui m'ont un peu saoulé. Je pense à ce fameux moment dans les bassins de Luma avec la plante qui m'a un peu cassé les burnes. Mais sinon, dans sa globalité, le jeu est très bon. Il est très bon pour moi, il est carrément excellent. Pour moi, c'est chef-d'œuvre, hein. Encore une fois, pour moi, Ori, ça fait partie de ces jeux que si tu veux bosser dans ta vie dans le game art, tu devrais même pas pouvoir franchir les portes de l'école si tu n'as pas fait les Ori. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment un excellent jeu que je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, ben on est ensemble, les gars. Si vous l'avez pas fait, on n'est pas ensemble du coup. Voilà, c'était mon petit avis sur Ori and the Will of the Wisp. Excellent jeu, j'ai hâte qu'il fasse un prochain. Sûrement un de mes jeux préférés ever, hein. Pour moi, les deux Ori, c'est des merveilles. Faites-le, il est incroyable. Et à la prochaine. Zoubi zoubi.